de travail, c'est vraiment de faire connaître la campagne Mon choix, mes études, dans le fond, qui est en collaboration avec Préca, qui est le partenaire en réussite éducative en Chaudière-Appalaches. Donc, nous, c'est vraiment pour sensibiliser, dans le fond, les parents, là, ce soir, là, dans le fond, à une saine conciliation études-travail chez leurs jeunes. Donc, dans le fond, on a un invité, là, qui est Monsieur Luc Laberge, là, qui va pouvoir se présenter, là, bientôt, faire une petite présentation de lui et de qu'est-ce qu'il fait, là, dans son quotidien, puis pourquoi il veut faire cette belle présentation-là avec nous ce soir. Et puis, j'ai ma collègue Gabrielle qui travaille avec moi chez Trajectoire Emploi, donc je vais la laisser là, brièvement se présenter avant qu'on débute. Oui, bonjour tout le monde. Moi, c'est Gabrielle Lavallée. Je suis intervenante psychosociale chez Trajectoire Emploi, plus particulièrement là, dans le service de persévérance scolaire et réussite éducative. Donc, mon rôle est plus en accompagnement direct là, auprès des jeunes. Donc, évidemment, la conciliation études-travail, là, c'est un enjeu très présent là, chez nos jeunes étudiants qui jonglent avec les deux chapeaux là, entre le travail et les études. Puis, ça a un impact finalement direct là, lorsque il y a une gestion qui est plus difficile, disons, là, de la conciliation et du travail, ben, ça a un impact direct sur la persévérance scolaire puis sur le bon fonctionnement là, de leur chemin scolaire et de l'atteinte de leurs objectifs scolaires. Donc, c'est quelque chose de, tu sais, c'est un enjeu finalement là, que Maggie et moi on clairement, là, autant en concertation avec les partenaires du milieu que de mon côté, là, directement auprès des jeunes pour les amener à se questionner sur leur niveau d'équilibre, sur leur niveau de bien-être dans un horaire qui est souvent bien achalandé. Là, autant là, on parle beaucoup là, études-travail, mais on parle aussi de finalement le cumul des activités. Là, c'est un autre terme qu'on utilise là, parce qu'au-delà des études et du travail, ben, il y a le temps famille, le temps entre amis scolaire. Fait que finalement, leur 168 heures là, qu'on a par semaine, ben, il se remplit très rapidement à cet âge. C'est une capacité qui est plus difficile là, dans la gestion du temps, puis qui s'apprend au fil des années, mais qui a un impact rapidement là, si c'est pas bien géré, puis que c'est pas repris rapidement là, avec le jeune. Donc voilà. Merci de votre présence. Merci, Gabrielle. Donc, la séance, dans le fond, ben, le webinaire va durer 1 heure en tout. Donc, on va laisser là, à M. Laberge un petit 50 minutes là, qui va pouvoir faire sa présentation là, sur accompagner son jeune dans une saine conciliation études-travail. Et puis, il y aura une petite période de questions là, d'environ 10 minutes à la fin. Puis, sinon, au courant là, de la séance, là, si jamais vous désirez écrire des commentaires ou des questions dans le chat, là, on pourra les adresser à la fin de la séance. Donc, je vais laisser maintenant la parole à M. Laberge, là, qui puisse se présenter et puis qui puisse commencer à faire sa présentation pour le webinaire. Donc, merci beaucoup et bon webinaire. Donc, bonsoir, mon nom est Luc Laberge. Je suis chercheur en neuropsychologie à ECOB, un centre de recherche qui est situé au Cégep de Jonquière. Puis ça fait plus de 20 ans que je travaille sur la question du cumul études-travail. J'ai fait ma thèse de doctorat, en fait, sur les troubles du sommeil chez les ados. C'est ça qui m'a amené à travailler sur les élèves travailleurs, les étudiants travailleurs, parce que justement, en raison du cumul d'activités, il y a un risque de ne pas combler son besoin de sommeil. C'est une des choses dont on va parler. Donc, on va parler un peu du taux d'emploi chez les jeunes. C'est quoi les avantages puis les inconvénients d'avoir un emploi là, pendant l'année scolaire? Qu'est-ce que ça veut dire l'intensité du travail rémunéré? À quoi on référait avant puis à quoi on réfère maintenant? Qu'en est-il de l'exposition aux contraintes de travail? Qu'est-ce que ça veut dire? On va parler du risque d'accident de travail, qu'on appelle lésion professionnelle aussi. Par la suite, on n'en parle pas souvent, pas assez, du sommeil des ados. On va parler de leurs besoins de sommeil, aussi du retard de l'horloge biologique. Quelles sont les conséquences négatives potentielles si on ne comble pas notre besoin de sommeil comme ado? On va parler de la nouvelle loi sur l'encadrement du travail des enfants et je vais terminer en vous présentant un outil web interactif que nous avons créé en 2014 et qui est quotidiennement utilisé partout au Québec, un outil justement qui vise à ce que les jeunes
concilient mieux études et travail. Donc, à la fin de la pandémie, les employeurs ils ont été confrontés, comme vous le savez, à une pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs d'activité économique. Puis là, bon, les ados au travail ont fait les manchettes. On a entendu des histoires comme un flot de 14 ans qui faisait le ménage dans un CHSLD, une fille de 13 ans qui va porter son CV chez un épicier, un grand épicier qui se retrouve à la caisse, après, la caisse enregistreuse après 15 minutes, pas de formation, etc. Puis en avril 2023, le ministère du Travail a lancé des consultations publiques qui ont mené à l'adoption de la loi sur l'encadrement du travail des enfants, le 1er juin 2023. Ici, on voit un graphique, c'est le taux d'emploi à temps partiel en bleu, puis à temps plein en rouge chez les 15 à 19 ans. Donc, on voit que le taux d'emploi à temps partiel en bleu, là, si on prend 96, disons il y a 30 ans, il y a une progression linéaire, quasi linéaire, disons. Il y a de plus en plus de jeunes de 15 à 19 ans qui sont sur le marché du travail à temps partiel. Okay, la plupart du temps sont aux études. L'enquête EQS-JS, c'est l'enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire. Il y a 450 000 élèves inscrits au secondaire. Et à chaque année, il y a une enquête, pas à chaque année, excusez-moi, en 2016-17, puis la plus récente du 2022-2023. Donc, on prend un échantillon représentatif des 450 000 jeunes, on leur pose des questions. Donc, en 2022-2023, il y avait à peu près le tiers des élèves du secondaire qui travaillaient durant l'année scolaire pour un employeur. Un travail formel, d'accord? La proportion d'élèves qui travaillent pour un employeur passe de 10% en secondaire 1 à 61% en secondaire 5. Puis environ un élève sur 9 qui travaille pour l'entreprise familiale. Donc 4,4% qui ne sont pas payés. Maintenant, on regarde en bas. Donc, combien d'heures par semaine ils font ces gens-là? Moins de 11 heures par semaine, il y en avait 76% en 2016, ça a baissé. Au profit de ceux qui font plus d'heures, de 11 à 15 heures et de 16 heures ou plus par semaine, bien, ça a passé de 12 à 20% de 2016 à 2022. Et pour les 16 heures et plus, de 12 à 18%. Donc, l'idée, c'est que les jeunes qui travaillent, ils consacrent un nombre grandissant d'heures, si on se fie à ces données d'enquête auprès d'un échantillon représentatif des jeunes Québécois. La notion de cumul d'activités, il y a une vingtaine d'années avec Élise Ledoux, on l'a utilisé à plusieurs reprises. Ici, c'était 300 jeunes de 18 ans. Donc, la première colonne, c'est ceux qui ne travaillent pas. Fait qu'on voit qu'il y a 23 heures de cours en noir et 9 heures d'études, devoirs, travaux scolaires. Puis ceux qui travaillent, c'est les 3 autres colonnes. Donc, on les a classés, ceux qui travaillent selon qu'ils font 1 à 9 heures, 10 à 20 ou plus de 20 heures. OK? Fait que là, on voit que le carré noir, il ne bouge pas. Le 23, 22, 21, ça ne bouge pas. Toujours le même nombre d'heures de cours. Même chose, études, devoirs en picoté, 8, 8, 8. Fait que finalement, le travail rémunéré, le nombre d'heures que tu fais, il vient juste s'ajouter à l'école puis aux travaux scolaires. Fait que là, je porte votre attention sur le fait qu'il y a quand même 10% de ces jeunes-là qui faisaient 60 heures semaine. Puis ici, on n'a pas compté les activités parascolaires, donc le sport, les activités culturelles, etc. Donc, les jeunes sont très occupés. OK? Puis à chaque fois, il y a un risque de ne pas récupérer suffisamment si on est en déséquilibre. Steinberg, avec ses collaborateurs, c'est un grand sociologue, un Américain, d'accord? Puis, à un moment donné, vous voyez, au début des années 90, avec Dornbush, ils ont dit travailler plus que 20 heures par semaine, là, il y a un point de bascule critique, puis c'est là qu'il arrive des conséquences négatives, OK, manque de sommeil. Les gens se désengagent sur le plan scolaire, OK, sont plus motivés, sont plus là, sont plus actifs en classe. Augmentation de la consommation de drogue, d'alcool, puis au quotidien, ben, le manque de sommeil, ben, ils s'endorment en classe, ils mettent moins de temps dans leurs travaux scolaires. Bon, maintenant, travailler pendant les études, est-ce que c'est une opportunité, c'est une chance ou c'est un obstacle? C'est quelque chose qui place le jeune à risque. Il y a des avantages notables, n'est-ce pas? Meilleure connaissance de soi,
de ses aptitudes, de ses intérêts professionnels. On développe notre autonomie, notre sens de l'organisation, notre sens de responsabilité. On apprend à travailler en équipe, on communique, on doit s'adapter à diverses situations. Puis, il y a plusieurs parents qui se disent hey, « il ne m'écoute pas, il n'écoute pas le prof, ben là, il va être pogné pour écouter son employeur, hein? Puis filer droit. » Fait que souvent, les parents, ils voient ça d'un bon œil ou encore, hey, au lieu de faire 40 heures de jeux vidéo, ben là, il va faire 20 heures de travail rémunéré, il va être payé. Tu sais. Il va apprendre c'est quoi un talon de paye. Puis souvent, les jeunes disent c'est quoi cette affaire? C'est quoi la RRQ, etc. Ou c'est quoi le syndicat? Comment ça se fait je paye du syndicat? Donc, il y a une éducation qui est faite aussi. Donc, possibilité d'épargner, puis une première expérience de travail, bâtir des réseaux de contacts professionnels, etc. Les inconvénients, ben, on l'a dit, moins de temps pour les études potentiellement, pour les activités physiques, les activités sociales, plus de retard en classe, l'absentéisme, au cégep à l'université, abandonner des cours, par exemple, quand il y a trop d'heures qui sont consacrées, baisse de la concentration ou de la motivation, on en a parlé un peu, hausse du stress puis de la fatigue, surtout si on rogne et si on coupe sur nos heures de sommeil, si on ne comble pas notre besoin de sommeil. Et finalement, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'il y a un risque de blessure ou d'accident de travail chez les jeunes qui est assez considérable. On va en reparler tantôt. Maintenant, quels sont les facteurs qui font que le jeune va bien concilier études et travail, emploi et école? Donc, un nombre d'heures par semaine raisonnable. C'est préférable. Un horaire de travail qui est adapté à la réalité des élèves aussi. Au moins une journée de congé par semaine, parce que dans les études qu'on a faites, il y avait des jeunes qui n'avaient même pas une journée de congé par semaine. OK? Là, je parle qu'il y avait tout le temps de l'école ou du travail ou de l'école et du travail. Un horaire flexible, une charge de travail adéquate pour leur âge, un climat de travail positif, une bonne gestion puis une bonne planification pour les étudiants qui sont parents, d'accord? Des jeunes qui valorisent l'éducation, pour qui le projet scolaire, c'est important, qui sont encouragés par leurs parents, mais ça favorise une bonne conciliation du travail. Et finalement, les jeunes qui ont une vision plus claire, qui sont plus décidés par rapport à qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard, bien, ça serait facilitant aussi pour bien concilier emploi et école. Bon, maintenant, on a distingué les étudiants pour qui la conciliation études-travail était difficile de ceux pour qui c'était facile. Ben, sont plus nombreux à souvent avoir pensé « je vais abandonner mes études ». Voyez-vous, 21% contre juste 8% chez ceux pour qui la CET est facile. Ils sont plus souvent désengagés sur le plan scolaire. 21 versus 14 chez ceux pour qui la CET est facile. La santé, bien, ceux pour qui la CET est difficile, niveau beaucoup plus élevé de détresse psychologique, 55%, plus d'un sur deux disait « je suis en détresse psychologique élevée ». Là, ils remplissaient des échelles de mesures validées, là, qui ont été évaluées, là, qui sont réputées être efficaces pour identifier les gens qui sont en détresse psychologique. Là. Donc, même chose, niveau élevé de fatigue, 56% contre seulement 18% chez ceux qui ont une bonne conciliation de travail. Puis en plus, ils se disaient en moins bonne santé, ils disaient moins dormir, puis ils déclaraient plus souvent avoir subi un accident de travail. D'accord? L'intensité du travail rémunéré, donc, vous vous rappelez Steinberg, il y a quelques diapos, donc, l'idée avant, c'était il ne faut pas dépasser 20 heures, il ne faut pas dépasser 20 heures, il ne faut pas dépasser 20 heures. Mais après ça, on s'est dit, ouais, bouge pas, là. Il n'y a pas juste ça, il y a le cumul d'activités. As-tu 20 heures de sport à faire en plus à côté? Est-ce que tu as 20 heures d'études ou 5 heures, c'est suffisant? Fait qu'il faut tout regarder, là. Comme Maggie disait tantôt, il y a 168 heures ou Gabriel, 168 heures dans une semaine. Après ça, les conditions d'exercice du travail. C'est différent des conditions de travail. Les conditions de travail, c'est avez-vous votre permanence ou pas? Les jeunes, on parle très rarement de ça, évidemment. Les conditions d'exercice du travail, c'est les conditions dans lesquelles on va les placer pour réaliser les tâches qu'on leur confie. Okay? Donc ici, c'est le cumul de contraintes de travail. Puis les ressources. Est-ce qu'ils ont du soutien social? Est-ce qu'ils ont du soutien de la part des collègues? Etc. Donc, puis aussi le type, ce qui est bien important, c'est que le type d'emploi, là, genre je commis. OK? Mais ça, ce n'est pas informatif. C'est insuffisant pour rendre compte des contraintes de travail puis des ressources. OK? Il faut regarder qu'est-ce que les jeunes font. Donc, une diapo qui est très importante, c'est l'exposition aux contraintes de travail.
Ces temps-ci, on parle beaucoup des risques psychosociaux. Pourquoi? Parce qu'en octobre 2025, les employeurs maintenant, ils ont une obligation légale d'identifier les risques psychosociaux, les corriger puis les contrôler. C'est vrai pour tous les travailleurs, d'accord? Là, on parle de demande psychologique élevée, de faible autonomie décisionnelle, genre je peux rien décider, tabarnouche, de situations tendues avec le public, mauvaise ambiance de travail, des relations difficiles avec les collègues ou supérieurs. Ça, c'est des contraintes psychosociales. Il y a des contraintes liées à l'horaire. Ça, c'est plus, on s'imagine plus facilement c'est quoi le nombre d'heures de travail par semaine, moins d'une journée de repos. Allons sur les contraintes physiques. Donc, travailler, pas pouvoir s'asseoir, avoir à lever des charges très lourdes, faire des mouvements répétitifs, travailler avec des outils, il y a de la vibration ou encore on doit forcer sur des outils. Donc, contrainte physique et finalement contrainte organisationnelle, une charge de travail élevée. Il y a de la pression, un manque de temps pour réaliser les tâches, des interruptions fréquentes. Puis, on a fait une étude, on a comparé les 12-14 ans, dans le temps où les 12-13 ans pouvaient travailler, ils pouvaient tous travailler, c'est plus le cas, on va le voir tantôt. On les comparait aux 15 à 19 ans, puis il y avait une proportion similaire de 12-14 ans qui était exposée à un nombre élevé de contraintes physiques, un nombre élevé de contraintes psychosociales. C'était la même proportion chez les 12-14 que chez les 15-19. OK? Le hic, c'est ça, c'est qu'une plus grande exposition aux contraintes de travail, à tout ça, ça va de pair avec un risque plus élevé d'accident de travail. OK? C'est pour ça qu'il faut s'intéresser à... Il ne faut pas juste se fier au titre d'emploi. Je suis commis. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, tu es commis, mais là, tu négocies avec des clients fâchés à tout bout de champ. Tu vas dans le backstore, puis là, tu es obligé tu grimpes, tu ne sais pas comment prendre des charges, tu n'as pas le dos droit, tu peux te blesser, tu peux tomber, etc. Fait que faut s'informer de ce que nos jeunes font. Les jeunes travailleurs de 15 à 25 ans sont plus à risque de subir un accident de travail que les 25 ans et plus dans tous les pays industrialisés quand on tient compte du nombre d'heures travaillées. C'est sûr que les jeunes, ils ne travaillent pas le même nombre d'heures. Fait que quand on ajuste, ils sont plus à risque. OK? Ça donne un peu froid dans le dos. Là, on va dire, ouais, mais ils sont téméraires, ils ne font pas attention, ils aiment le risque. Il faut que jeunesse se passe, excusez. Des fois, on disait se fasse. Il manque d'expérience. Bien, ça semble-t-il que justement, c'est moins ça que les conditions dans lesquelles on les place. Tu sais, souvent, ils n'ont pas de formation. Souvent, ils ne sont pas accompagnés, ils ne sont pas suffisamment supervisés. Hein, ils n'ont pas les bottes qu'il faut, etc., etc. Regardons les blessures au travail. Encore l'enquête québécoise sur la santé des jeunes secondaires 2016-2022. Regardez, fait que la situation, elle ne s'améliore pas. Là. 19% des jeunes secondaires qui en ont rapporté une blessure au travail. En 2016, 27%. Donc, chez les gars et les filles, ça a augmenté. La moitié ont reçu des soins de la part de l'employeur. On devrait lire 100% dans un monde idéal. 14%, donc une personne sur 7 a consulté un professionnel de la santé. Puis 13% se sont absentés de l'école pour au moins une journée. Puis il y a une statistique qui est compilée, c'est est-ce qu'ils sont retournés au boulot après? Oui, mais des jeunes qui vont une fois par semaine, ils ont 6 jours pour se remettre après. Un travailleur comme nous, ben, on travaille 5 jours en ligne. Fait que là, si je ne rentre pas demain, jeudi, ben là, il n'est pas rentré une journée. Fait que là, il y a une statistique qui est comptabilisée, mais les jeunes, ils vont à l'école, puis ils ne travaillent pas tous les jours. Fait que il y a ça qui fausse un peu les données. Là. Donc, 54 000 jeunes victimes en 2022-2023. Il y a des jeunes qui perdent un œil, là, qui se font couper une main, etc. Fait que c'est quelque chose dont il faut se préoccuper. Il y a de la recherche là-dessus, puis ça prend encore plus d'investissement en recherche. Une question pour vous. De combien d'heures de sommeil, on change de sujet, là. On va sur le sommeil. De combien d'heures de sommeil les ados ont-ils besoin en moyenne? Vous pouvez répondre. Allez-y. Est-ce que c'est 7, 8, 9, 10? Vous avez peut-être déjà entendu le chiffre 9. Je vais vous expliquer d'où ça vient. Plutôt rapidement. On a une main levée. Oui. Oui, on a une main levée. Tu peux y aller. Oui. OK. Ben, je pense 10 heures. Si c'était une question, je peux répondre 10 heures en moyenne pour les jeunes. Ben, ça serait bien qu'ils passent 10 heures au lit, en tout cas. Puis d'où ça vient le chiffre de 9 heures? Là? Ça vient d'un camp d'été qu'il y a eu, un camp d'été de sommeil à l'université Stanford en Californie qui a commencé en 1976. Voyez-vous, l'étude a duré 9 étés consécutifs. Okay? On pourrait plus faire ça aujourd'hui.
Puis c'est une étude non longitudinale. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que les mêmes ados ont participé à l'étude été après été, pendant 5 à 6 étés consécutifs en moyenne. C'est parce qu'au départ, tous les ados étaient prépubères. Aucun signe physique de la puberté. Puis ils participaient jusqu'à temps, été après été, jusqu'à temps qu'ils soient post-pubères. Parce que la chercheuse a eu la bonne idée de regarder les résultats, pas en termes d'âge, parce que vous savez tous, comme moi, quand on pogne un ado de 14, il n'y a pas de barbe. Puis l'autre de 14, il y a de la barbe, puis il y a 6 pieds 1. Fait qu'il y en a un, fait qu'elle a considéré les données selon le stade pubertaire. Fait que les ados, ils arrivaient là première nuit. Ça, à gauche, c'est un ancien polysomnogramme. Fait qu'il y avait des électrodes sur la tête pendant plusieurs jours, là. Fait qu'ils arrivaient à la tête de leur lit, on les branchait le soir. Puis il y avait aussi des espèces de siestes pendant la journée. Je vais y revenir, on les branchait. Ils se promenaient avec les électrodes, jouaient au volleyball pendant la journée. Fait qu'il y avait une nuit d'adaptation parce que quand on va au laboratoire de sommeil, la première nuit n'est pas représentative. Elle n'est pas représentative de quand on est chez nous. Okay? Il y avait une nuit d'adaptation. Après ça, il y avait 2 nuits, puis regardez bien ici, là. L'opportunité de sommeil, on les couchait à 10, on les levait à 8. Fait qu'ils pouvaient dormir jusqu'à 10 heures. Voici ce que ça a donné. Ça, c'est moi qui ai refait le graphique, parce que je ne le trouvais pas. J'ai même écrit à Marie Karskadon, elle l'avait pu. Mais c'était invariable. Ils dormaient 9,25 heures. Les préados, ceux qui commençaient, quand ils commençaient à avoir des petits signes de la puberté, au fur et à mesure de la puberté, ils dormaient, du début à la fin, toujours 9h15. Puis malgré cela, la somnolence diurne augmentait pendant la journée. Ils étaient de plus en plus somnolents année après année au fur et à mesure de la puberté. Ça, c'est un test. Là, on les couchait à 10 heures, midi, 2 heures l'après-midi, 4 heures. Fermez les lumières, essaie de t'endormir. Puis là s'ils dormaient, ils dormaient. S'ils ne dormaient pas, ils ne dormaient pas. Après 20 minutes, on les levait. Ça, c'est un test objectif qui s'appelle le test itératif de latence d'endormissement. Puis, ils s'endormaient en moyenne de plus en plus vite à ce test-là au fur et à mesure de la puberté. Fait que même s'ils dormaient, même s'ils avaient comblé leurs besoins de sommeil, ils étaient de plus en plus somnolents. En 1997, le NIH, National Institutes of Health, aux États-Unis, ont dit que les ados, c'est une population à risque de somnolence excessive au même titre que les travailleurs de nuit. OK? Est-ce qu'on a une horloge biologique? Là, j'étais un peu con. C'était dans mon sommaire tantôt, je l'ai écrit. Là, la réponse, c'est oui. Ça fait des millions d'années que les organismes terrestres, on évolue dans un environnement qui est fait de rythmes puis d'événements cycliques, puis notre cerveau, il s'est adapté en conséquence. Homo habilis, vous savez, notre ancêtre qui a inventé des outils, puis il y a 300 000 ans, plus récemment, Homo sapiens, pour eux aussi, là, la Terre, elle tournait sur elle-même, une rotation sur elle-même à chaque jour. Donc, le jour, la nuit, puis la Terre fait le tour du Soleil, les saisons. Fait que notre cerveau s'est adapté. Donc, notre horloge biologique, on appelle le noyau suprachiasmatique de l'hypothalamus. Bon, ici, regardez notre globe oculaire, d'accord? On a des yeux. À quoi ça sert la rétine? Bien, à former des images dans notre cortex occipital, à l'arrière du cerveau. Donc, la vision des couleurs, les détails, le mouvement, les formes. Merci notre rétine. Mais la rétine, elle ne fait pas juste ça. Elle transfère de l'information sur le jour, la nuit, sur la luminosité ambiante au noyau suprachiasmatique de l'hypothalamus, qui est drôlement bien situé. Il est situé exactement là où nos 2 nerfs optiques se croisent. Ça fait comme un X, il est juste au-dessus. Puis ça, c'est le chef d'orchestre. C'est l'horloge maîtresse qui régit notre humeur, notre sommeil, notre cognition, notre mémoire, etc. Okay? Si vous regardez l'horloge sur le mur, là, combien d'heures dans une journée? Hey, même à 6-7 ans, c'est ça, c'est 24 heures. N'est-ce pas? Ça, c'est le jour géophysique. Notre horloge n'est pas sur 24 heures. Elle est sur une durée un petit peu plus longue, 24,2, 24,5. Là, tu dis, bon, c'est pas si différent. Bouge pas, là, à 24,5, là, c'est 30 minutes de plus par jour. Fait que si on n'était pas capable de s'adapter, là, quelqu'un se couche à 11 heures, le lendemain 11h30, le lendemain minuit, le surlendemain minuit et demi, on ferait le tour de l'horloge rapidement. Fait que cette capacité que l'être humain a de caler nos rythmes, nos rythmes biologiques sur le jour géophysique, finalement, s'adapter, nous, notre corps, sur l'horloge sur le mur, on appelle ça l'entraînement. L'entraînement de l'horloge biologique, l'entraînement circadien, parce que l'horloge biologique régule, gère
contrôle plus d'une centaine de rythmes circadiens, dont le plus connu, c'est le rythme veille-sommeil, la mélatonine, le cortisol, etc., qui ont tous des pics et des creux en dedans de 24 heures. Mais pour assurer une synchronisation optimale, on doit se réajuster donc à chaque jour au cycle lumière-obscurité. Chez les ados, là, il y a un retard de l'horloge. Okay? Premièrement, il y a un allongement de la période. La période, c'est le 24,2 dont je vous parlais. Là. Fait que quand il y a un allongement de l'heure de l'horloge, elle prend du retard en quelque sorte, ben, un cycle plus long va favoriser une dérive vers un coucher plus tardif. Donc, le corps des ados, il veut que la journée dure plus longtemps. Il y a un retard de la sécrétion de la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone de la noirceur, c'est l'hormone du sommeil. Mais la mélatonine, ce n'est pas le sommeil, ce n'est pas un hypnotique. Prenez l'exemple du 100 mètres aux Olympiques. Okay? On a tous vu à un moment donné quelqu'un qui tirait un coup de fusil afin que les coureurs s'élancent. Le coup de fusil, ce n'est pas le 100 mètres, c'est le signal. Mélatonine, même affaire. La mélatonine dit au corps, la nuit s'en vient. Ça va être l'heure de te coucher bientôt. D'accord? Maintenant, on regarde deux graphiques qui ne viennent pas d'articles scientifiques. C'est vraiment pour illustrer. Prenons le graphique de gauche. En blanc, ce sont les enfants. Donc, les enfants, on regarde la courbe, 9 heures du soir ici, ils commencent à sécréter de la mélatonine. Typiquement, on va s'endormir une heure ou deux après le moment où on débute, notre corps, notre glande pinéale commence à sécréter la mélatonine. On regarde la courbe en noir des ados, ça arrive beaucoup plus tard. Ils commencent à sécréter beaucoup plus tard leur mélatonine. Okay? Si on compare ici avec les adultes à droite, même principe. Les adultes commencent à sécréter la mélatonine vers 10 heures. Les ados, on voit que c'est plus tard. Mais donc, leur horloge biologique fait en sorte que 12 ans, 13 ans, 14 ans, année après année, ils sont fatigués de plus en plus tard. OK? Puis d'un autre côté, on les réveille toujours à la même heure. Tu les réveilles à 7 heures, ils sécrètent encore de la mélatonine. La courbe en rouge ici, vous voyez, ils sécrètent encore de la mélatonine. Fait que c'est comme si on vous levait à 4 heures du matin. Ils ne sont pas prêts à aller à l'école, ils sont encore fatigués. Vous comprenez? Troisièmement, dès qu'on met le pied du lit, ça, on appelle ça le processus homéostatique. Il y a l'horloge biologique d'un côté, puis il y a le processus homéostatique. Dès qu'on met le pied en dehors du lit, là, on commence à accumuler une pression de sommeil. Okay? Puis elle se bâtit, elle se construit pendant la journée. Plus tu es éveillé longtemps, plus à un moment donné, il faut que tu te couches pour effacer cette pression de sommeil-là. Bien, les ados, elle se construit moins rapidement, cette pression-là. Autrement dit, un ado de 14 ans, il va arriver, il y a 11 heures, pas encore fatigué. Il n'y a pas encore suffisamment de pression de sommeil versus celui de 12 ans. Et finalement, transition vers un chronotype plus tardif au fil de la puberté. Je vous explique c'est quoi le chronotype. Le chronotype, ça définit si vous êtes naturellement plus alerte le matin ou le soir. C'est une caractéristique génétique qui influence votre horloge. Ça affecte vos habitudes de sommeil, votre niveau d'énergie, votre productivité. Fait que les types de matin, on les appelle des fois les alouettes, tendance à se réveiller tôt, genre à 5 heures, se coucher tôt, là, à 8h30, ils regardent leur montre. Eux autres, ils aiment ça, ils sont productifs en début de journée. La plupart d'entre nous, des fois, on dit 50% des gens, on est des types intermédiaires. Puis, il y a des gens qui sont des types soirs, OK? Tendance à se réveiller plus tard, à se réveiller fatigué, à démarrer plus lentement, puis à être à son meilleur dans la soirée. Il y a même des types soirs extrêmes que dans un monde idéal, ils se coucheraient à 3 heures du matin, puis ils se lèveraient à 11 heures ou midi, d'accord? Fait que les ados, si tu prends des ados de 12 ans, 14 ans, 16 ans, bien, à 12 ans, il y a peut-être 10% qui vont dire « Moi, je suis un type soir ». À 14 ans, ça va être 20. Puis à 16 ans, ça va être 40. Fait que plus ça va au fur et à mesure de la puberté, plus il va y avoir une grande proportion qui va se dire de type soir. Parlons maintenant du jet lag social. C'est quoi le jet lag? C'est le décalage horaire. Hein? Il y a un phénomène donc de désynchronisation entre l'horloge biologique. On peut parler d'un mésalignement aussi entre leur horloge biologique puis l'horloge sociale, les contraintes sociales, surtout l'horaire scolaire, puis aussi l'environnement extérieur, le cycle lumière-obscurité. Okay? Parce que là, ils sont là en soirée, ils ne sont pas fatigués pantoute. Puis le matin, il faut qu'ils se lèvent pour aller à l'école. Puis tabarnouche, ils sécrètent encore de la mélatonine. Puis on voit le week-end, regardez le week-end, ils se couchent plus tard, ils se lèvent beaucoup plus tard, 2h40 plus tard en moyenne. OK?
Donc, il y a un sommeil ça c'est un classique, il y a un sommeil de rattrapage le week-end, puis il y a un article scientifique récemment qui dit, les ados, là, qui ont du sommeil, qui se lèvent beaucoup plus tard le week-end versus la semaine, ben, ils voient leurs symptômes dépressifs diminuer de 41%. Bon, c'est une bonne nouvelle. Mais ceux qui comblent leurs besoins de sommeil en semaine, une durée de sommeil optimale en semaine et un horaire régulier, c'est 2 fois plus efficace pour réduire le risque de dépression. OK? C'est ça. Puis il y a l'effet du lundi matin aussi, c'est un classique. L'ado là, qui se lève à 9h45, là, OK, il voit ses yeux, il est dans la noirceur jusqu'à 9h45. Fait que son horloge biologique se dit, ah, OK, la journée commence, la luminosité, la journée commence à 9h45. Samedi matin, même affaire dimanche matin. Fait que l'horloge biologique, elle décale, là. OK, le jour commence plus tard. Puis vu qu'il se couche plus tard, là, tu es exposé à de la lumière, un petit peu de lumière en soirée, tu sais. Fait que tu décales pendant la fin de semaine. Là, tu arrives le dimanche soir, tu essaies de te coucher à 10h30, tu n'endors pas pantoute. Puis tu te lèves à 7h, et là, tu es vraiment fatigué parce que tu viens de te lever pendant 2 jours à 9h45. D'accord? Les conséquences négatives du manque de sommeil chez les ados, ben, c'est sûr que ça peut compromettre leur réussite scolaire. Le sommeil est vital pour l'apprentissage, la mémoire, les fonctions cognitives. Un sommeil court ou trop tardif, ça a des conséquences sur la réussite scolaire, sur les mauvaises notes. Il y a une étude classique qui a regardé des élèves américains. Les élèves qui avaient des A et des B dormaient en moyenne 25 minutes de plus par nuit et se couchaient environ 40 minutes plus tôt les jours d'école que les élèves qui avaient des C, des D puis des A. Puis les C, les D puis les A, là, ils présentaient une plus grande irrégularité, un plus grand écart entre les heures de coucher en semaine versus ceux du week-end. Aujourd'hui, on sait que la régularité, c'est très, très, très important. Pendant des décennies, on a parlé de la quantité puis de la qualité. Aujourd'hui, on parle encore plus de régularité. Donc, se coucher puis se lever, grosso modo, en deçà de 45 minutes. Là. Votre heure habituelle, c'est 10 heures. Vous levez à 7, ben, c'est correct. Tu peux te coucher entre 9h15, 10h45, puis tu peux lever entre 6h15 7h45. OK, on essaie d'être régulier. C'est quoi les conséquences négatives du manque de sommeil chez les ados? Donc, ça augmente le risque de surpoids puis d'obésité. Les marqueurs de risque de santé cardiovasculaire, métabolique. Il y a un lien bidirectionnel entre le bien-être, la santé mentale puis le sommeil. Okay? Quand on ne dort pas, ben là, ça va augmenter les symptômes dépressifs puis l'anxiété. Puis si tu as déjà des symptômes dépressifs puis tu es plus anxieux, ben là, ça ne t'aide pas à dormir. Okay? Ça va dans les deux sens. Un sommeil plus court, c'est lié avec une estime de soi plus faible. Il y a des liens très forts entre l'insomnie et les pensées suicidaires. Les gens qui ont des troubles du sommeil, ils se disent moins satisfaits de leur vie. Puis, un manque de sommeil, des problèmes de sommeil, c'est lié à une augmentation des comportements à risque, que ce soit consommer des substances, la sécurité routière, les accidents, violence, délinquance et comportements sexuels. On passe maintenant à la nouvelle loi sur l'encadrement du travail des enfants. À gauche, il y a l'ancienne loi. Vous voyez, c'est en noir. Donc, on retrouve ce même noir-là dans la nouvelle loi. J'ai mis ce qui était nouveau en bleu. D'accord? Donc, depuis juin 2023. Donc, si moins de 18 ans, l'employeur ne doit pas confier un travail qui dépasse les capacités du jeune. Ça n'a pas changé. Si moins de 16 ans, pas le droit de travailler durant les heures de classe, à part pour, par exemple, les enfants qui sont acteurs. OK? Doit être à la maison entre 23 heures et 6 heures, sauf exception. Ce qui est nouveau, ne doit pas travailler plus de 17 heures par semaine. Elle est vraiment là, la nouveauté. Là. Il y a un nombre d'heures maximal en période scolaire. L'été, ce n'est pas pareil. OK? Ni plus de 10 heures pour la période du lundi au vendredi. Fait que tu ne peux pas faire 4 chiffres de 3 heures là, du lundi au jeudi. D'accord? L'employeur aussi doit identifier et prendre en compte les risques pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs âgés de 16 ans ou moins. Maintenant, s'ils ont moins de 14 ans, interdiction de travailler sauf exception. On va voir c'est quoi les exceptions. Okay? Puis, ça prend toujours le consentement écrit du parent. Puis, ce qui est nouveau, c'est le consentement écrit du tuteur fait l'affaire. Les exceptions de domaine artistique, j'en ai glissé un mot. Entreprise familiale de moins de 10 salariés qui appartient aux parents conjoints du parent ou administrateur. Entreprise agricole, comptant moins de 10 salariés.
Un jeune de 12 ans peut prendre soin des animaux, préparer ou entretenir le sol, récolte fruits et légumes. OBNL, organisme sportif ou à vocation sociale. Ces enfants doivent travailler sous la supervision d'une personne de 18 ans et plus, puis le consentement des parents ou du tuteur est exigé. Maintenant, si on regarde les données de l'EQSJS 2022-2023, parmi les élèves qui occupent un emploi dans une entreprise familiale, environ 1 sur 6 sont en première secondaire. OK, d'accord. Il y a des très jeunes qui travaillent. Entreprises agricoles, parmi les jeunes de première secondaire, 11,6% font du travail à la ferme. 14% travaillent dans un OBNL sportif. Donc, vous savez, les marqueurs, par exemple, pendant les matchs de basket. Qu'en est-il du cumul d'emplois? Parce que là, on a dit 17 heures par semaine max. Puis les employeurs, savez-vous ce qu'ils disent? Ils disent, écoute, moi, je ne sais pas si mon employé, ce jeune-là, il y a un emploi en plus ailleurs. On le sait, là, parce qu'actuellement, on mène 2 projets de recherche. Il y a des jeunes qui vont cumuler plusieurs emplois. Donc, est-ce que les parents le savent? Est-ce que les parents connaissent la loi? Est-ce que les employeurs le savent? Dans plusieurs cas, les employeurs, ils ne peuvent pas contrôler ça. Là. En fait, ce n'est pas leur responsabilité. Là, la loi maintenant sur la santé et la sécurité au travail, l'article 51, c'est important d'en parler, ça impose à l'employeur une obligation fondamentale de résultat pour protéger la santé physique et psychique de ses travailleurs. Okay? Puis en d'autres termes, ne pas nuire au développement psychologique. Le développement physique, ça, c'est relativement facile à comprendre. Tu ne demandes pas un flot de 14 ans de lever une poche de ciment de 50 livres. Mais ne pas nuire au développement psychologique, tu sais, c'est moins clair. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire selon le jeune, OK? L'employeur doit mentionner dans son programme de prévention, dans son plan d'action, les risques pouvant toucher les travailleurs âgés de 16 ans et moins, on l'avait dit. Le comité de santé et de sécurité de l'établissement, ça, c'est les entreprises qui ont 20 employés et plus qui ont l'obligation légale de former un comité de SST. Ce comité participe à l'identification et à l'analyse des risques. Le représentant en santé et sécurité au travail ou la jeune liaison identifie les situations qui peuvent être source de danger pour les 16 ans et moins et peut faire des recommandations par rapport aux tâches qui pourraient avoir des conséquences sur le développement physique et psychologique. Des résultats préliminaires de projets de recherche qu'on mène actuellement sur le travail des 14 à 16 ans. On fait des entrevues auprès d'acteurs clés, donc des spécialistes du développement des enfants, des professionnels qui travaillent dans les carrefours jeunesse emploi, dans des maisons de jeunes, au réseau québécois de la réussite éducative, des médecins spécialisés en SST, en santé publique, etc. Donc, des facteurs de risque qui peuvent nuire au développement des ados. Tâches et horaires imprévisibles, complexifiant la gestion de leur horaire. Exposition répétitive à de la violence, sans soutien ou accompagnement. Exposition à des comportements discriminatoires de la part de la clientèle, des responsabilités excessives qui sont confiées aux jeunes, des relations difficiles avec les collègues ou superviseurs, le soutien social et le climat de travail, donc ça fait partie des risques psychosociaux qu'on a mentionnés. Manutention répétitive de charges lourdes, exposition à des cadences de travail élevées, à des substances toxiques. Mine de rien, travailler dans un dépanneur, puis il faut que tu fasses le ménage après. Tu manipules des produits hautement toxiques, tu n'as pas de gants, tu n'as pas eu de formation, une goutte dans les yeux, etc. Donc, ça peut être potentiellement grave. Incitation induite à effectuer des heures supplémentaires. Donc, dans le même ordre d'idée où il y a des employeurs conciliants, il y a plusieurs régions au Québec qui ont des listes d'employeurs qui ont encore la réussite éducative. Donc, dans le même ordre d'idée où il y a des employeurs qui disent « Tu n'as pas un examen demain? Non, je ne te donne pas de chiffre. » Des fois, c'est le jeune qui ne le dit pas. Des fois, le jeune ne le dit pas à l'employeur. Puis des fois, il y a un employeur donné qui peut aussi dire « Ben là, si tu ne rentres pas, oublie ça, là, tu perds ton emploi. » Donc, ça peut aller dans les deux sens. Et finalement, exécution de tâches seule en période nocturne ou tardive. C'est des choses, des événements ou des situations qui peuvent causer du stress chez le jeune. Maintenant, l'outil jeconcilie.com, un outil qui a été créé pour favoriser la conciliation études-travail, qui a été créé en 2014 et qui a été amélioré grandement en 2024. L'objectif, c'est de sensibiliser les jeunes
aux enjeux là, qui vont avec je travaille pendant l'année scolaire, offrir des stratégies concrètes, des solutions pratiques pour favoriser, améliorer, optimiser la conciliation études-travail et finalement encourager le dialogue avec un proche, un mentor, une personne significative là, qui pourrait nous aider. Donc ça, c'est la page d'accueil. Puis donc le jeune, s'il est aux études, il peut cliquer ici. Il peut avoir un emploi ou penser à aller chercher un emploi. Il peut compléter l'outil. Donc, les intervenants en Carrefour Jeunesse Emploi ou autre type d'intervenants vont cliquer ici, les parents ici, les employeurs ici. Donc, c'est adressé à divers publics. OK? Le but, c'est vraiment de mieux concilier études et travail. Pour les jeunes, ben, favoriser la réussite éducative. Puis pour les employeurs aussi, une plus grande stabilité, un meilleur engagement de la part des jeunes, mais c'est bon pour eux aussi. Donc, il y a un questionnaire d'une trentaine de questions pour les élèves et étudiants. Ça prend 10 minutes à remplir. On ne souhaite pas que ce soit trop long. Puis, il y a une mise à jour qui est faite en fonction des enjeux actuels. Dans la nouvelle mouture 2024, par exemple, il y a toute une section, les parents qui sont aux études, OK, qui ont un emploi, ils peuvent aussi compléter jeconcilie.com. Il y a des bilans personnalisés, il y a des facteurs de vigilance, des points sur lesquels on attire l'attention de la personne qui complète l'outil. Il y a des messages de rétroaction, des messages de sensibilisation, des liens, des références. Va lire la loi, un lien pour aller lire la loi, etc., ou une liste d'employeurs conciliants dans une région du Québec donnée. Puis il y a des bilans qui sont téléchargeables ou imprimables facilement. Donc, dans la section élèves ou étudiants, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire, la conciliation du travail? Est-ce que tu es à la recherche de ton premier emploi pour ceux qui ne travaillent pas encore, mais qui pensent à se trouver un emploi? C'est quoi les lois qui s'appliquent? Quels sont les avantages, les désavantages qui sont associés au fait d'avoir un emploi pendant l'année scolaire? Comment trouver l'équilibre? Ton style de vie, là, quand on regarde tout ce que tu fais déjà, est-ce que ça tient compte de tes priorités? Quelqu'un dit que c'est l'école, puis finalement, il fait 25 heures, puis il fait bien d'autres affaires, puis il met 3 heures par semaine dans ses travaux. Est-ce que c'est vraiment l'école? L'exposition aux contraintes? Est-ce que le marché du travail te semble plus attrayant que les études? Bon, etc. Donc, il y a une invitation à tester aussi les connaissances du jeune. Puis, il y a 4 grandes dimensions. La situation générale avec le cumul d'activités dont on a parlé. La section sur les études, est-ce que tu es engagé dans ton projet scolaire, entre autres? Donc, il y a des échelles validées dont on sait qu'ils sont efficaces pour identifier les jeunes qui vont décrocher, par exemple. La section Mon travail, donc, qu'est-ce que tu fais comme tâche? Tu es exposé à quelles contraintes, etc. Et finalement, la santé, le sommeil, les symptômes de détresse psychologique, etc. Puis, le type de question, donc, tantôt, c'est un chiffre à saisir, tantôt, il faut qu'ils choisissent entre jamais, rarement, souvent, toujours. Il y a des listes de roulantes, des choix multiples, cocher tout ce qui s'applique. Puis, il y a une section de bilan, puis il y a un code de couleur comme ça. Donc, quand c'est préoccupant, la situation de conciliation du travail, c'est en rouge. Quand il y a des points, quelques difficultés suspectées, c'est en jaune. Puis, si tout va bien, bien, c'est en vert. Puis, donc, dans le bilan, le jeune, voyez-vous ici, quand il y a un crochet vert, si on est dans ma situation générale, donc il peut rapidement voir qu'il y a beaucoup de crochets verts, mais qu'il y a des petits panneaux avec un point d'interrogation. Fait qu'il peut aller voir vraiment qu'est-ce qui cause un problème ou peut causer un problème dans les conditions d'exercice du travail ou en termes d'engagement scolaire. Fait qu'on va vérifier, puis on lui donne l'information. Parfois, le jeune peut même réaliser que OK, moi, je pensais que ça allait bien, mais c'est vrai que je pourrais fournir plus d'efforts, par exemple. Ou c'est vrai que mon travail, j'admets que c'est vrai, il y a des risques, là, je me le dis pour la première fois. Ici, c'est ça, là, on voit que dans la situation générale, les réponses fournies que tu as fournies suggèrent que tu rencontres quelques difficultés à combiner les études et le travail. Donc, il y a un code comme ça qui permet aux jeunes de prendre le pouls. Ça, ici, c'est un jeune qui n'était pas décidé en termes de choix de carrière. Puis, voyez-vous, il y a un paquet de liens Internet, dont Academos, où le jeune peut explorer divers métiers. Donc, c'est une occasion de sensibiliser, l'informer, le sensibiliser.
Donc, voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Oui, merci beaucoup, Monsieur Laberge, pour la belle présentation. Vraiment intéressant de le voir, surtout dans la lunette, beaucoup du sommeil. J'ai appris beaucoup de choses qui vont m'aider dans mes accompagnements parce que justement, ben, en fait, c'est quelque chose que je remarque quand même, là, le sommeil, c'est plus facile là, de couper sur ce volet-là. Pour les jeunes, en fait, ça vient plus naturellement. Bon, je vais étudier plus tard, je vais me lever plus tôt pour étudier, ce genre de comportement-là. Puis pourtant, ben, à long terme, ça vient avoir des impacts, là, comme on a pu le remarquer dans la présentation. Donc, ce serait un moment là, pour une période de questions, autant dans le chat là, que si vous voulez ouvrir votre micro pour poser une question à M. Laberge. Je vois ici là, tout d'abord qu'on a, est-ce que nous pourrons avoir accès à la présentation? Oui, tout à fait. Donc, en fait, là, la présentation a été enregistrée et va être diffusée là, sur notre site web. Donc, elle va pouvoir être disponible pour le revisionnement par la suite. Donc, je vois qu'il y en a qui sont en train d'écrire. Pendant ce temps-là, est-ce qu'il y en aurait d'autres qui voudraient ouvrir leur micro ou soit lever la main? Oui, on a une main levée. Vous pouvez y aller, monsieur. Oui, merci. Je me suis joint à cette présentation parce que je suis parent et ma fille a 12 ans, donc elle n'a pas encore l'âge légal pour travailler. Mais pourquoi est-ce que je m'intéresse? Parce que elle, c'est quelqu'un de, bon, je dirais d'hyperactif, de très proactif aussi, et qui a hâte de travailler. Parce que tout part d'un jour, on est à une épicerie, et puis la personne qui nous accueille à la caisse, c'est un jeune enfant. J'ai vu en début de présentation une madame qui demande à un enfant, est-ce que vous êtes perdu? Est-ce que j'avais posé la même question. Je dis, ben, qu'est-ce que vous faites là? Parce qu'il était tellement petit de taille. Il m'a dit, je travaille ici. J'étais un peu surpris. Et à la sortie de l'épicerie, ma fille m'a dit, papa, pourquoi est-ce que moi je ne vais pas travailler? Je dis, mais tu es encore au primaire 6 et tu te prépares pour aller au secondaire. Elle dit, ben oui, lui aussi, les petits, il travaille et moi aussi, j'aimerais travailler comme lui. Comment ça se passe? Donc, ma question maintenant, c'est comment est-ce qu'on prépare un enfant qui développe cette envie de, de bientôt, de rapidement aller vers le travail parce que sa motivation première n'est pas vraiment que, je le pense, hein, ce n'est pas de se faire des sous, mais c'est parce elle a vraiment envie de s'occuper à autre chose que ses jeux à la maison, de rester tout le temps à étudier, mais elle veut vraiment aller vers cela. Comment est-ce qu'on se comporte avec un enfant qui développe ce genre d'aspiration? Et comment la préparer à cela? Oui, ouais, c'est une bonne question à laquelle je n'avais pas songé. Euh, L'autre fois, je disais au fils d'une amie tu sais, qui a une fibre entrepreneuriale, je lui disais, écoute, là, ça ne s'applique pas à votre fille, là, mais je lui disais, écoute, il n'y a, plus personne là, qui offre à des gens d'aller sarcler, tu sais, ramasser les feuilles sur les terrains, tout ça, réparer un petit truc. Fait que ça, c'est peut-être bon pour des gars ou des filles de 15 ans, mais pour votre fille, là, moi, je pense pas au bénévolat. Puis, premièrement, la personne qui est à la caisse, peut-être que l'entreprise appartient à ses parents ou à son oncle. Tu sais. Donc, peut-être que la personne n'avait que 12 ou 13 ans, mais elle avait le droit légalement. Tu sais. Mais votre fille, si tu sais, il y a un besoin d'interaction sociale, un besoin peut-être de faire de nouvelles expériences, il y a peut-être du bénévolat qui pourrait être important ou elle pourrait apprendre à connaître un nouveau milieu, là. Peut-être pas en CHSLD, là, mais moi, je regarderais du côté du bénévolat. Parce qu'il y a moyen de faire des tâches à des jeunes sans que ce soit un emploi, sans que ce soit un travail formel. C'est ça l'idée, là. Mais c'est ça, moi, je l'orienterais vers le bénévolat. Oui, vraiment. Parfait, merci. Ou les équipes sportives, il y a des équipes sportives aussi. OBNL, vous vous rappelez tantôt les OBNL à vocation sportive. Donc,
faire du marquage au basketball. Si elle est sportive et elle est bonne dans le sport, c'est plus facile parce que souvent, ils connaissent les gens qui sont plus vieux, puis c'est les sportifs plus vieux à l'école qui gèrent ça, les matchs. Mais ça serait une autre option. Là. OK, parfait, S'impliquer merci. dans le sport. Merci pour votre question. Est-ce qu'il y aurait une autre question pour M. Laberge? Oui, Marilyn? Oui, bonjour. Écoutez, d'abord, merci pour la formation. Là, moi, je ne suis pas parent d'un adolescent. Je suis intervenante dans un centre de formation professionnelle. Donc, ma clientèle, c'est des jeunes adultes. Donc, ça m'intéressait là, d'avoir un peu plus d'informations. J'ai appris quand même beaucoup de choses que je trouve particulièrement intéressantes pour, en tout cas dans mon travail, c'est tous les aspects liés à l'emploi de notre élève. Parce que souvent, on va s'intéresser au nombre d'heures qu'il fait dans sa semaine en plus de l'école. Mais là, ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez comme amené des éléments sur lesquels il faut s'intéresser par rapport à son travail. Ce qui peut faire une différence dans, finalement, la charge que ça a, puis l'impact que ça va avoir sur sa vie. Fait que moi, j'ai trouvé cette tuile-là particulièrement intéressante. Je vais la réutiliser assurément. Puis, tu sais, une réalité qu'on vit, c'est que, tu sais, nous, nos élèves, souvent, le travail, c'est ce qui va leur permettre de survivre, c'est-à-dire qu'ils payent un loyer avec ce travail-là, ils mangent avec ce travail-là. S'ils travaillent moins, ils n'arrivent pas à la fin du mois, font de l'anxiété, détresse psychologique. Fait qu'on est pris dans une espèce de... ils peuvent pas travailler moins tant que ça, ils en ont besoin de ça. Donc, on essaie, tu sais, on est un milieu flexible quand même, je nous trouve très bon à mon école, on est capable d'adapter les horaires, puis on leur permet de s'assurer qu'il y ait du temps pour souffler quelque part dans leur semaine. Mais c'est une réalité avec laquelle on conjugue. Puis des fois, on se sent un peu limité puis impuissant, là. Mais bon, c'était pas tant une question, c'est plus un commentaire, mais voilà, tout ça pour dire que merci beaucoup, ça a été pertinent dans mon cas. Merci, ouais, c'est ça. À l'impossible, nul n'est tenu. On a fait une étude auprès d'étudiants du collégial, étudiants du collégial avec un TDAH. Puis, il y a des gens qui avaient des problèmes de sommeil, puis, tu sais, on dit, faut pas travailler dans le lit, écouter la télé dans le lit. Tu sais, le lit doit être réservé au sommeil, activité sexuelle, puis si on est malade, tu sais. Mais il y a des élèves, des étudiants du cégep qui habitent avec, tu sais, des 4-5 autres personnes. Puis le seul endroit où ils sont seuls, c'est dans leur chambre. Fait que la personne a dit, écoute, moi, c'est le seul endroit où je peux aller, c'est dans ma chambre. Il n'y a pas d'autre endroit à faire mes devoirs. Il n'y a pas d'autre endroit. Donc, c'est ça, là. Des fois, on donne des consignes, des conseils, mais ça ne tient pas compte d'une réalité économique. Ouais. Donc, c'est ça. Effectivement, il y a de plus en plus, c'est ce que j'entends, de plus en plus d'étudiants du collégial ou celle de l'université qui n'ont vraiment pas le choix de travailler là, pour aller à l'école, pour continuer à aller à l'école. Ouais. Oui, puis si je peux me permettre d'ajouter à ce niveau-là, tu sais, ça devient quand même un enjeu quand on veut accompagner un élève ou un étudiant, que justement, c'est une responsabilité, c'est une obligation financière, finalement, le travail. Fait que là, on doit forcément modifier notre approche versus un jeune secondaire qui est logé nourri à la maison parce que on peut facilement tomber dans avoir un ton moralisateur qui est finalement pas vraiment réaliste là, pour l'étudiant qu'on accompagne. Fait qu'à ce moment-là, c'est d'arriver avec une approche plus de encourager la réflexion, l'introspection, et plus encourager à reconnaître les signes de fatigue. Mais tu sais, il y a vraiment une différence marquée là, entre l'approche qu'on va avoir avec des jeunes qui vont être soutenus financièrement par leurs parents versus d'autres qui vont être indépendants là, financièrement puis vont avoir l'obligation de combiner les études et le travail. Là. Oui, il y a un écart grandissant entre les étudiants pauvres et riches. Là. C'est plus vrai qu'il y a 30 ans. Là. Il y a une méchante différence. Ouais. Un truc que j'ai pas dit tantôt, j'avais une diapo où on voyait que les étudiants qui se couchent très tard le week-end, ils ont moins de matière grise à certains endroits dans le cortex frontal que ceux qui se couchent moins tard. Puis il y a même un lien entre ceux qui ont des mauvaises notes, moins de matière grise à ces endroits-là. Donc,
je l'ai enlevé parce que je trouvais ça inquiétant un peu, mais tout est dans tout est lié, mais fait qu'il il y a un lien qui a été trouvé entre, c'est ça, plus petit volume de matière grise, cortex frontal, certaines d'autres zones du cerveau, puis davantage de problèmes au niveau des notes, puis des heures de coucher plus tardives, plus grande irrégularité aussi dans les habitudes de sommeil. C'est super intéressant. Merci Marine pour votre commentaire là, qui ajoute à la discussion, puis un autre regard là, justement sur la situation. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans les participants présents? Non, ça semble J'ai pas avoir l'impression, hein. fait le tour. Je vois pas de main levée ni dans la conversation. Donc, merci beaucoup, Monsieur Laberge. On est vraiment heureuse là, de vous avoir accueilli pour ce webinaire-là qui va, en fait, en plus, qui va être enregistré puis qui va pouvoir être visionné. Là, fait qu'on il va pouvoir toucher plus de parents ou de professionnels là, qui sont curieux puis qui veulent s'informer davantage sur le sujet. Merci à tous les participants là, d'avoir été présents également. D'avoir consacré votre mercredi soir, là, votre temps précieux dans votre conciliation vie personnelle, travail pour ce webinaire-là. On en est très reconnaissant. Puis, on vous souhaite une excellente journée, soirée, en fait, fin de semaine. Merci pour votre présence. Merci.